fis connaissance de Barbara qu'à la fin de ma seconde année d'études. Avant cela, nous nous ignorions mutuellement. Je l'apercevais tout au plus, très peu de souvenirs. Si je repense à elle, je la vois d'assez loin. Tout ça pour dire que je la croisais même pas. Nous n'échangeons pas même un regard. Elle était belle, mais quelque chose dans son attitude me déplaisait, je ne savais pas quoi encore. Toutefois, elle m'intriguait. Je voyais en elle un vrai mystère. Peut-être que c'était juste une jolie fille qui faisait de la philosophie. En tout cas, je voulais voir une chose cachée. Un trésor. Qu'elle aurait dissimulé derrière son petit sourire, ses lèvres un peu pincées, qui laissaient s'exprimer parfois un rire plutôt infantile. Comme un bruit de souris, vous voyez. Je l'ai longtemps considérée comme une fille superficielle. Pendant 2 ans, pour être exact. Elle était brune. J'ai toujours eu un faible pour les brunes. Elle avait un regard plutôt animal. J'avais du mal à me représenter son visage comme un modèle standard humain. Elle avait des yeux presque bridés, et son nez, je trouve que son nez ressemblait à un genre de requin. Elle devait m'apparaître comme une sorte de personnage de roman. Je pense que le système se doute de quelque chose. L'alarme du bâtiment s'est déclenchée, ou plutôt une bardée d'alarme. Ce pourrait être moi aussi, Bien sûr, je suis un intrus dans cette station, mais je m'étonne que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Le système ne regarde pas partout, mais le moindre indice qu'on lui laisse, c'est perdu. La salle dans laquelle on se rend, enfin moi et vous d'une certaine manière, est une armurerie. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Armurerie, c'est de l'ancien français. Cela signifie une pièce dans laquelle on range les armes. Et les armes, ce sont des objets construits par nos ancêtres pour s'entretuer. C'est plus ou moins une définition scientifique et académique. Je n'en ai jamais vu, enfin j'en ai vu, mais dans le musée de l'histoire de l'homme. Ce musée, c'est un vrai musée des horreurs. Pourtant, malgré moi, au terme des heures passées dans la même salle de cours, aussi à croiser son regard dans la cour d'honneur, je finis par sentir en moi une flamme naître, grandir jusqu'à embraser les poumons, le cœur, et je devins pour la première fois de mon existence amoureux d'une femme. Elle m'était étrangère. Je ne la comprenais pas, je ne parvenais pas à interpréter ses gestes, mimiques, ses phrases anodines, ses regards innocents, indiscrets, parfois pensifs. J'étais en terre étrangère, j'étais perdu, dans mon propre empire moral, et mes émotions connaissaient des états inconnus de moi qui, jusqu'alors, n'avaient éprouvé qu'une curiosité platonique. Les filles m'intriguaient depuis mon enfance, je vous l'ai dit, mais même si certaines ont pu exciter en moi quelques émotions vives, c'était toujours l'histoire de 2 ou 3 jours. Il m'a fallu pas moins de 2 ans pour que l'amour se manifeste à force de côtoyer Barbara. Au bout de ce délai, je devins fou. Je fis plusieurs requêtes auprès du système pour imposer cette relation comme une évidence logique tout autant que romantique. À force de refus, je finis par insulter plusieurs fois le système. Je lui en voulais de ne pas voir avec mes yeux, je lui en voulais de ne voir ce monde qu'avec sa logique, et je voulais lui imposer au système et au monde ma logique à moi. Car je vous l'ai dit, le système décide de tout dans la vie d'un homme, y compris sa vie de couple, et ses expériences amoureuses sont réglementées.
Je suis arrivé à l'armurerie il y a 15 minutes. Je reste sur mes gardes car il y a un robot posté à l'entrée mais apparemment désactivé. Inerte. Je ne suis pas à l'aise avec sa présence car j'ai d'abord cru que le système m'avait rattrapé. Il ne bouge pas, je l'ai vu planté devant la porte, debout, les bras le long du corps. Il y a des inscriptions dessus, des lettres et des chiffres, aussi des symboles. Je les ai notés dans mes archives mais ne suis pas capable de lire ce qui est écrit. Leur présence sur le robot signifie que cette machine a été construite par l'homme. Il y a de l'énergie dans le bâtiment, mais le robot a peut-être besoin d'autre chose pour s'activer. Je me suis équipé avec ce que je pense être en mesure de comprendre. J'ai enfilé une combinaison lourde que j'ai pu plugger à mon terminal. Quand j'active une commande sur le casque, j'éprouve la même sensation qu'avec l'ordinateur dans la salle de contrôle. La seule fonctionnalité que je constate aisément, c'est qu'il y a une aide à la visée avec cette arme que je tiens dans la main. Si vous le voulez bien, je vais reprendre là où j'en étais la dernière fois. Voyons. Je devais avoir 19 ans quand j'ai lu Caligula d'Albert Camus dans la bibliothèque universitaire. La bibliothèque de mon université était un joyau reconnu dans le monde entier. J'y passais des heures avec le même engouement que lorsque j'allais rendre visite aux chevaux dans mon enfance. Je lisais avec les mêmes yeux qu'en observant le galop des animaux dans la nature. Tous mes maîtres sont antiques. Et ce Caligula, un empereur romain, m'a ouvert les yeux sur ce que j'étais. J'y voyais le sens de ma vie. Pas à la manière d'un empereur dément, bien sûr, mais j'avais saisi, je crois, le sens de ce que Caligula voulait. J'imaginais que cette vérité, que l'homme meurt et n'est pas heureux, était valable encore aujourd'hui comme dans l'Antiquité. À vrai dire, à cette époque aussi, je connaissais peu le fonctionnement du système. Aujourd'hui, je sais que les requêtes envoyées à propos de Barbara n'étaient d'aucune utilité. Si le système choisit bien nos partenaires, il le fait le moment choisi. Aussi, ces amourettes d'université ne devaient pas compter dans son plan. Peut-être même considérait-il que ces échecs de jeunesse dussent forger mon caractère, et c'était vrai. Le système prend en compte bien des complexités. Il aurait autorisé, voire ordonné une relation avec Barbara, je l'aurais gâché ou j'aurais été déçu, bref, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. À la 7e année d'études, j'avais toujours la même fougue philosophique, mais sans conviction envers les voies tracées par le système, à partir de ce qu'il considérait comme une science humaine. Mon désir se tournait vers l'écriture. Je découvrais tous les écrivains que j'avais ignorés, en commençant par Balzac, Beckett, Kafka. Je téléchargeais tous les livres numériques que je pouvais. J'en achetais même quelques-uns en librairie, des livres physiques, faits de papier. Lorsque Barbara apprit que je passais du temps à lire, et que je m'enfermais chez moi pour écrire, et même souvent dans les couloirs de la Sorbonne, elle me présenta à Joseph, ami d'enfance, qui voulait devenir éditeur. Je me souviens alors ne lui avoir que serré la main sans m'en souvenir de ce qu'on avait dit. Vous avez entendu ? Un bruit dans le couloir. Merde, le robot. Il n'y a qu'une seule issue, et j'imagine que ce robot peut très bien ouvrir la porte. Il n'a pourtant pas montré le moindre signe d'activité quand je suis arrivé. Quelqu'un a dû le mettre en marche. Quelqu'un qui a pu me voir. Bon, au moins je sais me servir de cette arme. Son effet est dévastateur. Peut-être que le système utilise ce genre de choses, mais on n'en a jamais vu. Le système connaît des façons beaucoup plus efficaces pour imposer son contrôle sur le monde. Il agit de façon beaucoup plus globale. Allons vers la deuxième salle et reprenons le récit. Donc, Joseph, ouais. Joseph était éditeur. En tout cas, il n'avait encore rien à éditer, mais c'était son choix. Il voulait imprimer des livres papier. Je crois que c'était un principe chez lui, une sorte de nostalgie d'un temps qu'il n'avait pas pu connaître. C'est souvent comme ça, peut-être un héritage à travers les générations. En tout cas, je lui ai fait lire mes tout premiers écrits. Des nouvelles. Bon. Au début, il n'était pas convaincu. J'ai attendu donc longtemps avant de lui envoyer mon premier vrai texte d'un roman. Cela m'a pris 1 an pour le terminer. J'étais dans une période de transition, comme on dit. J'avais fui depuis le début de ma vie, la vie mondaine, et le choix d'une carrière. Très tôt, j'avais tout à fait compris que c'était une perte de temps et une pure soumission au système. Aller dire ça à un type récompensé, médaillé, reconnu, dont la vie est un succès,
Il va vous rire au nez et vous traiter d'idiot, mais regardez l'évidence. Le système occupe les hommes, c'est tout. On reste des années, des décennies, dans des bureaux, à effectuer des tâches qui n'ont aucune utilité. Le système a très bien compris comment manipuler les masses. La recherche de sens, le fun, la récompense. Il a bâti un monde avec son langage, ses codes, ses récompenses, ses punitions, ses salaires. L'homme est convaincu de tous ces avantages. D'autant qu'il sait, en apprenant sa propre histoire, même réduite à un résumé infantile, que le système est juste. Avant, il n'y avait que l'arbitraire de l'homme, son égoïsme, sa bêtise. Ce n'était pas mieux avant. On m'a répété ça toute ma vie. Je me souviens assez bien du premier rendez-vous avec Joseph et sa collaboratrice d'alors, dont le nom m'a échappé. On s'est retrouvés dans un genre de brasserie parisienne sur la place Macron-Châtelet. Les places sont nommées de façon étrange. Un genre de mélange entre des noms antiques, mais des présidents, c'est assez bizarre. Je n'ai jamais rien compris et je ne sais ni qui est Châtelet, ni qui est Macron. Je crois que Macron sonne assez le nom d'une guerre ou d'une découverte scientifique, mais je vous dis ça, moi j'utilisais jamais ces noms. J'utilisais les coordonnées latitude 48.86 27 25, longitude 2.28 75 92 fourni par mon terminal. Mon côté un peu technophile sans doute, mais les noms propres en général ne me semblaient pas nécessaires. J'aimerais vous parler un peu de moi à cette époque, un peu plus en tout cas. J'y pense maintenant, alors autant l'enregistrer, sinon ça va se perdre. J'avais lu Le Rouge et le Noir de Stendhal. J'en avais appliqué les enseignements pour conquérir le cœur d'une fille qui passait le même diplôme que moi, c'était après mes études philosophiques. En fait, je me suis servi de cet ouvrage comme d'un guide, des sentiments. Et je l'avais fait en toute connaissance de cause. Je savais que je réussirais et que j'échouerais en même temps. J'étais incapable d'entretenir une relation normale avec une fille. J'étais susceptible, tourmenté. Je ne contrôlais rien de ce que je faisais et je découvrais dans la honte, la maladresse et l'étonnement les joies du sexe. Stendhal avait raison en tout point, et cette fille, comment elle s'appelait déjà? Isabelle, elle me quitta avec le plus grand mépris. J'eus du mal à me défaire alors de ces rages qui vous bouffent l'existence. 6 mois peut-être pour réfléchir à ce que j'avais fait, à mes erreurs, à peser chaque phrase prononcée et entendue. Clamilia me fut d'une grande aide, je crois. Et c'est lorsque j'ai rencontré Marianne à l'université, où j'ai travaillé pendant quelques mois, que je pus enfin devenir une sorte d'homme plus accompli. En finir avec l'adolescence. Je croyais alors être capable de me défaire de toutes ces rages, ces humiliations qui avaient fait de moi jusqu'ici un raté. Vous l'avez deviné, j'avais un grand projet. Même si je constatais que le système régissait très bien les relations humaines, je voulais créer l'amour, connaître une relation libre. Et autant vous le dire, je ne suis pas capable de définir ce qu'est la liberté. Liberté, c'est une idée très vague, un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui indique un genre de rapport aux choses, comme une insatisfaction, ou plutôt un genre de résistance. Voilà, j'étais un genre de résistant des sentiments humains. J'ai sous-estimé la taille de ce complexe. Cela fait presque 30 minutes que je marche dans le même couloir. On n'aurait pu être très loin de la seconde salle. De gros câbles longent les murs dans des caissons bifurquent parfois vers le haut ou vers le bas. Je ne sais plus sur combien d'étages s'étend le complexe. À part la couche de poussière et quelques fuites par-ci par-là, et le calme bien sûr, on a du mal à croire que personne n'est venu ici pendant des siècles. Qui va là? Qui êtes-vous? Hein? Qui parle? Moi? Je suis au bout du couloir. Un robot? Vous parlez comme un humain.
Ce n'est pas comme cela que nous nous nommons. Je suis un humain. Je sais reconnaître un humain, même si cela fait des siècles que je n'en ai pas croisé. Pourquoi est-ce que les robots de ce bâtiment ont soudainement été activés? Je ne fais que suivre le protocole. Mon activation a été causée par une intrusion dans nos systèmes. Par ma présence? A priori, non. Une autre présence. Un programme tente de prendre le contrôle de la station. Le système. Je manque de données sur le système, mais je crois savoir de quoi vous parlez. Que faites-vous ici? Je souhaite accéder à la salle juste derrière vous. Et après ça? J'ai un plan. Tout a un plan dans ce monde. Monsieur, Hector. Et vous êtes? attendez voir. Je trouve que James me va bien. Vous allez me laisser entrer dans cette pièce, James? Le temps presse. Allons-y, je vous accompagne. Immédiatement, le robot déverrouilla la porte de la salle qui se situe juste derrière lui. J'entrevis ce qui s'y trouvait, des étagères, des caisses métalliques. Je ne savais pas exactement ce dont j'avais besoin, mais je devais me remplir les poches, parce que le voyage allait être très long. Le robot, appelons-le James désormais, entra d'abord. À ce moment-là, j'imaginais sans cesse qu'il allait me tuer. Il le pouvait aisément, d'autant que je lui accordais étrangement ma confiance. J'avais eu de la chance de dégommer le premier robot dans l'armurerie. Une partie de moi savait que James était au courant, mais je ne voulais, ou d'ailleurs je ne pouvais pas comprendre ce que un robot allait lui-même comprendre de la situation. Un robot, c'est censé être logique et pourtant, c'est moins facile à comprendre qu'un homme. On est habitué au délire des humains et ça devient presque un jeu d'enfant d'analyser leurs faits et gestes. J'en sais quelque chose. James, tu penses que nous sommes en sécurité maintenant? Depuis mon activation, je ne vois rien d'anormal. Cet endroit présente sans doute un intérêt archéologique immense. Pensez donc, des robots, une base humaine probablement antique, des armes qui ne sont dans aucun musée. Je pourrais devenir célèbre. Mon expédition n'a hélas rien d'officiel. Pendant que j'explore cette salle, je vais reprendre mon histoire. Rappelez-vous, je travaillais dans une université. J'écrivais beaucoup, j'avais 32 ans. Je me voyais vieux et jeune à la fois. Après l'étude de la philosophie, ma découverte du monde du travail m'avait rendu assez arrogant, assez fier de mon intelligence et je voulais défier le système. J'avais été recruté pour gérer la production de ressources pédagogiques au sein de l'université. Je ne connaissais rien à ce genre de métier. Mes recruteurs non plus. Les sciences humaines, les lettres, la philosophie et quelques domaines étaient enseignés plutôt librement. Le système ne semblait guère s'y intéresser et avait laissé les hommes s'occuper de leur enseignement et de la tenue des lieux d'éducation. J'imagine qu'ils surveillaient ça de loin. La Sorbonne avait été remaniée en une sorte de temple des savoirs humains. On venait y apprendre du monde entier, lorsqu'on voulait ou pouvait approfondir ces choses-là. Mais quoique les hommes fussent libres de les apprendre d'ailleurs, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas nombreux à venir en cours. Le savoir n'intéresse personne. J'ai habité dans le district Alésia, dans le sud-ouest du centre de Paris. Dans l'Antiquité, c'était le 14e arrondissement de Paris. Une inscription le rappelait à un carrefour. De l'architecture initiale, il ne restait plus rien. On appelait haussmannien des immeubles assez anciens pour nous, mais seuls quelques symboles pouvaient faire penser à ce que l'on pouvait voir, admirer dans les livres d'histoire ou dans les musées. Presque chaque soir, je me rendais en tramway jusqu'au district Batignolles. À la ceinture de ce district, en surplomb des zones périphériques, c'est là qu'on pouvait voir les ruines laissées par les désastres du passé. Le système n'avait soit pas encore de projet, soit laissait ce désert en témoignage des erreurs humaines, comme pour lui rappeler sa nature imbécile et violente. Il n'y avait aucun moyen de s'y rendre. C'était là, comme derrière une vitrine, en contrebas, visible de quelques promontoires, desquels des couples, des parents avec leurs enfants, et des dépressifs s'installaient pour l'ambiance, la leçon ou la résolution.
Je crois que ces ruines entourent la plupart des zones d'habitation. Leur signification est ignorée de la plupart des hommes. Apprises dans l'enfance, elles s'évaporent avec les préoccupations mondaines. Au mieux, elles demeurent symboliques. Je dois vous avouer une chose, je trouve ces ruines magnifiques. Quand je compare avec ce qu'il y avait des siècles plus tôt, nous y avons gagné. Je ne parle pas des millions de morts que ce paysage désertique représente certainement. Cela, c'est une toute autre histoire. Moi, je vous parle de la vue. Et je ne devais pas être le seul à y voir quelque chose de remarquable, car je croisais quelques photographes à ces promontoires sinistres. J'en faisais partie parfois. Marianne vivait dans un appartement de 80 mètres carrés, toute seule, parfois avec un chat. Je ne me souviens plus de comment elle l'avait appelé, mais je le voyais disparaître et réapparaître de façon mystérieuse. De plus, cela m'étonnait toujours, puisque je croyais la domestication de ces petites bêtes oubliées, voire interdites. Je voyais Joseph, l'éditeur que m'avait présenté Barbara, presque tous les samedis, pour déjeuner dans une brasserie premium, le Petit Bronx, situé non loin de l'université. Ami, je le voyais un peu comme un double étrange, car en amour nous étions frères. Le système semblait préférer qu'il restât célibataire. Je lui ai présenté Marianne quelques jours avant notre rupture. Je ne veux pas m'éterniser sur cet événement car le plus important vient plus tard. C'était ma première véritable relation et le système n'y était pas pour rien. C'est elle qui me l'a appris. Le système lui avait accordé notre relation. Moi, je n'avais reçu aucun message à ce sujet. Je crois qu'on est resté 1 an ensemble. Des années plus tard, je suis bien incapable de me rappeler les raisons de notre rupture. Je me souviens qu'elle me reprochait de me croire plus intelligent que tout le monde. C'est bizarre ça, non? Pourquoi tout le monde? Qui fait preuve d'arrogance quand on dit tout le monde à votre avis? À l'approche de la fin de notre relation, je lui avais dit « À travers notre sort, c'est le sort de l'humanité qui se joue. » C'est là que j'ai vraiment commencé à écrire des poèmes. C'est à partir de ce moment également que j'ai commencé à trouver l'existence difficile. Mon grand-père disait « La vie est simple pour les gens simples ». Je ne l'ai jamais connu. Joseph a publié mon premier roman et promettait de publier d'autres textes. Sa petite maison d'édition avait pour vocation de rafraîchir la mémoire aux hommes en publiant de nombreux témoignages historiques sur les moments atroces de notre passé. Même si cela était pour nous une posture, surtout pour lui, nous passions une longue partie de notre époque à cracher notre bile sur nos contemporains. J'aime penser que nous étions plus que 2 petits cons et que notre jugement ne relevait pas d'un manque de reconnaissance. Bon, j'ai récupéré tout ce dont j'avais besoin dans cette salle. Je continuerai cette histoire un peu plus tard. Hector, où allons-nous maintenant? J'ai cru voir en consultant le plan qu'il y avait un train reliant la station à une plateforme de lancement. C'est vrai, je ne peux pas promettre que celui-ci fonctionne encore. En quelle année sommes-nous? Je ne parviens pas à le mesurer. J'ignore comment répondre, James. On en reparlera plus tard. Il faut que ce train fonctionne. Sinon, je ne sais pas comment faire. Plateforme de lancement, vous avez dit. Vous savez où vous allez? Et comment y aller? J'ai récupéré une sorte de mode d'emploi. Ça ira, vous pouvez me croire. Vous croire? Vous parlez à un robot. Dites-moi votre destination, je peux peut-être vous aider. Très bien. Je ne connais que le nom de Proxima. Proxima. Êtes-vous sûr qu'il ne s'agit pas de Mars? Je n'ai jamais entendu ce nom, désolé. Mars est la première planète. Proxima désigne peut-être Proxima B. Mais c'est arrivé beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui est arrivé beaucoup plus tard? La colonisation spatiale, bien entendu. De quoi parlerai-je? Vous dites que l'homme est allé sur plus d'une planète. Selon les informations que j'ai en ma possession. Car il faut prendre en compte que je ne peux pas les mettre à jour ici et maintenant. Selon ce que je sais, une partie de l'humanité s'est lancée à mon époque dans une colonisation de l'espace. Je ne peux pas vous dire combien de gens sont impliqués, combien ont été envoyés, ni sur combien de planètes. Je peux vous dire que cette station n'envoie rien sur Proxima B. C'est une base opérationnelle construite pour assurer l'envoi et la survie d'humains accompagnés de robots sur Mars. Il ne s'agit pas, à mon sens, d'une règle, mais pari est gris. Le système modèle certains aspects de nos vies,
de manière si détaillée, son ouvrage est si gigantesque, qu'il est difficile de savoir ce qui est imposé ou laissé à la liberté de choix. Le système est absolu. C'est la seule loi que je crois n'avoir jamais apprise à son sujet. Dans les ouvrages d'histoire, autant que dans les documents d'archives, Paris semblait franchement sale. Et comme pour appuyer cet aspect, peu flatteur, la couleur grise prédominait dans la texture de la cité. Les toits, les façades, les trottoirs, tout était gris. Aujourd'hui, comme autrefois. La grande différence, bien sûr, c'est que désormais, c'est très propre. Salir, dégrader sont des actes ignobles et barbares. Nettoyer est l'une des tâches du système. Personne ne viendrait défaire ce qu'il a fait. Je suis incapable de dire quelle peine est encourue, mais j'imagine le pire. Il faut que j'apporte peut-être un éclairage sur ce point. Sans doute avez-vous dans vos sociétés un genre de code pénal, un recueil de lois comme il y en a eu sur Terre dans certaines zones jadis. Ici, il n'y a que des interdits. Le système dit « il ne faut pas faire ça » et personne ne le fait, point. Je pense que l'on risque la mort, ou on disparaît, bref, on ne préfère pas y penser. Bon, James et moi avancions dans de larges couloirs. Le robot me devançait et j'en profitais pour l'observer. Outre son apparence composée de métal et d'un genre de carbone, sa démarche était parfaitement fluide. Je n'ai jamais vu de robot avant James. Le système se manifeste sous des formes complètement différentes. Un robot, c'est un travailleur. L'humanité l'a créé, je crois, pour le remplacer dans les tâches pénibles. Il est robuste. Ses capacités cognitives sont bien supérieures à celles d'un homme. Même le plus instruit. Bien sûr, ça reste un robot. Pourquoi enregistrez-vous ces salades? Comment ça? Vous parlez pour tout le monde et pour personne à la fois. Comprenez-moi. Là où vous allez, aucun humain ne vous écoutera. Peut-être que vous avez raison, James, mais dans un siècle ou deux, ça pourrait intéresser des survivants.